Oui, aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Florian Ernotte qui est avocat, donc il est basé en Belgique, il est co-associé de Avroy Avocat et aussi maintenant de Avroy Tech qui est justement un condensé. Alors la baseline c'est Tech Reg, en fait la régulation sur la technologie. Non, c'est Reg Tech. Ah donc c'est Tech Regulation. Alors on va parler de ça avec Florian, ça tombe bien parce qu'il se passe beaucoup de choses en termes de régulation sur les cryptos. On va parler justement de ça, de BlackRock, on va parler aussi d'intelligence artificielle, de vie privée, de RGPD, etc. Ça va être passionnant, restez avec nous. Et Claudia, je te passe la parole. Alors Florian, donc toi tu es en Belgique, nous on a un pied en Belgique et 2 pieds en France. Et on a tous été extrêmement choqués, parce qu'en Belgique c'est un petit pays, on se connaît tous, par ce qui est arrivé avec cet exchange belge, l'exchange de référence en Belgique qui s'appelle Bit4You et qui, je crois, parce que je n'ai pas tout à fait suivi l'actualité, raison pour laquelle on fait ce podcast avec toi, qui a fait faillite. Je dois dire que c'est comme si on avait pris un train en pleine face, on était hyper choqués et on s'est dit mais comment un truc comme ça peut arriver en Belgique, comment les régulateurs ont laissé faire. Mais là, je crois qu'il y a plus... Alors, tu vas me corriger. Je crois que c'est plus de 600 Belges qui n'ont plus main mise sur leur argent. Est-ce que tu peux, de façon factuelle, alors je sais que l'enquête est en cours et que tu ne peux pas évidemment tout nous raconter, c'est bien dommage d'ailleurs, mais est-ce que tu peux nous replanter le décor, nous expliquer ce qui s'est passé, qui est Bit4You, ce qui s'est passé. Enfin, tu nous dis ce que tu peux dire en tout cas. Yes, merci. Mais d'abord, merci pour l'invitation. Oui. Un plaisir de vous revoir. Alors Bit4You n'est pas en faillite à l'heure actuelle. On est le 5 juillet 2023 et ils sont toujours entre guillemets dans une situation normale. Je dis bien entre guillemets puisque pour le moment ils ont fait la demande eux-mêmes de demander la désignation au tribunal d'administrateurs provisoires, qui sont donc des mandataires de justice désignés par le tribunal, qui, entre guillemets, reprennent les clés de la boîte au niveau de sa surveillance. C'est pas eux qui sont à l'opérationnel, mais ils reprennent les clés de la surveillance générale de la société pour un peu faire le point sur ce qui se passe, parce que Bit4You a considéré qu'il y avait des difficultés. Alors, ces difficultés, si on remonte dans le passé, Bit4You, c'est une société qui est créée, je pense, en 2018, qui est fondée par 3 personnes pour pouvoir proposer des services de vente de cryptoactifs à l'époque, très novateur. En Belgique, il y avait quelques exchanges qui existaient déjà, mais en Belgique, c'était effectivement le premier. Et dans un contexte légal inexistant. Il n'y avait pas de régulation en Belgique propre à ce type d'activité. Et donc, Bit4You exerçait ses activités de 2018 à 2022 dans un contexte réglementaire inexistant, comme je le disais, et ils l'ont fait d'une manière, je pense, relativement professionnelle à plusieurs égards, puisque en réalité, en 2022, il y a une législation belge qui est intégrée dans l'ordre juridique belge, qui découle d'une directive européenne anti-blanchiment, qui avait rajouté en 2020 des dispositions relatives au blanchiment et les cryptoactifs. Et donc, Bit4You, comme d'autres prestataires de services en cryptoactifs et qui exerçaient en Belgique, font la demande pour obtenir cette autorisation, d'abord provisoire, puisqu'ils exerçaient avant l'entrée en vigueur de la loi, et donc ils ont une espèce de régime transitoire. Ils demandent une autorisation provisoire pour pouvoir continuer à exercer leurs activités, et cette autorisation provisoire leur est décernée sous certaines conditions, et notamment de déposer un dossier complet pour, au plus tard, le 31 août 2022. Ça, c'est la loi qui le dit. Voilà. Et ça s'est appliqué à des dizaines de prestataires. Moi, j'ai conseillé un prestataire qui a fait la demande à la FSMA en Belgique. Donc, c'est pour ça que je connais assez bien. C'est la FSMA. La FSMA, c'est le régulateur belge. C'est le gendarme financier qui protège donc la stabilité du marché et les consommateurs. Le gendarme de la bourse, on va dire, globalement. Oui. Alors, la Banque nationale belge a aussi des compétences, mais voilà, la FSMA, c'est la protection du consommateur et la stabilité du marché. Éviter par exemple les délits d'initié, etc. C'est la compétence de la FSMA. C'est l'autorité régulatoire belge. Donc ils ont délivré une autorisation provisoire. Oui. Fondée sur un régime, et c'est ça qui est important, fondée sur un régime lié à la notion de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Donc en réalité, le régime belge aujourd'hui tel qu'il fonctionne toujours actuellement, avant l'entrée en vigueur des règlements européens MiCA, qui sont votés et qui vont arriver, mais
en l'état actuel, ce sont des mesures liées à l'anti-blanchiment. C'est vérifier l'origine des fonds, l'identité des clients, et ce qu'ils font avec les cryptos, etc., etc. C'est quand même un régime qui est très focus là-dessus, même si le régime belge est un petit peu plus élargi, dans le sens où ils vont aller chercher d'autres types d'informations qui ressemblent un peu à Mika, mais c'est pas vraiment du Mika. Tu dois quand même expliquer ce que tu fais avec la crypto après, une fois que tu l'as pris, une fois que le client l'a déposé. Oui, parce qu'on n'a pas dit l'essentiel. Aujourd'hui, les clients ne peuvent pas retirer ni leur crypto, ni leur argent euro. Hein. L'activité est suspendue depuis le 26 avril. C'est pour ça qu'on en parle. Hein. Bloqué. Ouais, l'activité est suspendue parce que la FSMA a retiré la licence provisoire à Bit4You. Et tu parlais, Claudia, de 600 personnes. C'est pas 600 personnes. Il y a 3600 clients actifs mentionnés actuellement. Et on parle de plus de 18 000 clients sur la plateforme. Et dans la presse, parfois, on parle même d'un chiffre de 40 000 clients au total qui ont fréquenté la plateforme Bit4You. Je pense qu'aujourd'hui, on est grosso modo à 20 000 clients qui ont encore de la liquidité sur la plateforme. Voilà, 20 000 clients qui aujourd'hui ne peuvent rien retirer de la plateforme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on sait à combien s'élève le montant total ? Dans la presse, on parlait de grosso modo 16 millions d'euros à la valeur de la suspension. C'est dans le communiqué de presse de Bit4You quand ils ont arrêté leurs activités, ils ont dit voilà, on a une partie des cryptos, on les a, et les autres, elles sont ailleurs. Et ils avaient donné cette valeur de 16 millions d'euros fin avril 2023. Et donc, est-ce que la FSMA a demandé, le KYC, évidemment, lutte contre le blanchiment, évidemment, mais une fois que l'exchange reçoit l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec ? Est-ce qu'il met ça sur une clé privée ? Est-ce qu'il met ça en fait, est-ce qu'ils ont dû se justifier auprès de la FSMA de ce qu'ils faisaient avec l'argent ? Alors ça, on sait pas. Moi, je sais pas y répondre parce que la partie enquête FSMA, c'est secret et c'est pas communiqué, donc on n'a pas d'informations par rapport à ça. On sait que la FSMA est saisie du dossier pour toute une série de raisons. Elle a fait un communiqué en disant que elle avait demandé aux administrateurs de démissionner parce qu'ils ne respectaient pas certaines des conditions de la loi. Donc, on a des informations publiques qui laissent penser qu'il y a eu des soucis, mais on n'a pas plus d'infos précises sur ce qui s'est passé réellement. Et par rapport à cette question de comment est traité ou comment sont traités les cryptoactifs, malheureusement, la loi en Belgique n'imposait pas, par exemple, une ségrégation de fonds comme il y a dans les banques ou maintenant avec Mika. Et donc, au niveau opérationnel, il y a une surveillance des prestataires et des sous-traitants qui sont utilisés par le VASP, donc le Virtual Asset Service Provider, qui était Bit4You, mais il y en a d'autres. Il y a une surveillance des prestataires et il y a une information et une transparence qui est donnée avec le régulateur, mais il n'y a pas dans le détail, comme avec Mika, il y aura une obligation de justifier une ségrégation des fonds. Oui, parce que si Claudia te demande ça, c'est parce qu'on sait dans le communiqué de presse qu'ils ont acheté la crypto-monnaie, non pas en Belgique, mais dans un autre pays européen qui s'appelle l'Estonie, auprès d'un autre prestataire. Et donc, on s'est dit, mais nous, on pense acheter en Belgique, en Europe, finalement, on achète loin, quoi. Eux, ils achètent eux-mêmes la crypto loin, et elle est stockée loin en plus. Okay. Ouais, c'est ça qui était un peu dommage dans la communication, c'est qu'on n'avait pas toutes les informations. Et effectivement, bon, ça c'est quand on est dans les cryptos et quand on travaille avec des exchanges, on sait que les exchanges n'ont pas un stock de crypto sous eux et qu'ils vendent et qu'ils achètent. Il y a des liens avec des prestataires et des sous-traitants. C'est presque du courtage, mais c'est pas vraiment du courtage. Donc voilà, c'est comme ça partout, hein. Il faut pas non plus jeter la pierre. Il y a que les très 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 grosses plateformes qui ont la capacité d'avoir du volume en interne, mais sinon il faut faire appel à des market makers et pouvoir aussi relier. Et donc Bit4You, faisait appel à des prestataires de services pour pouvoir délivrer les services qu'il donnait. En soi, c'est aussi très courant. Vous avez par exemple Fireblocks, qui est une société qui fait de la custody, mais en self-custody, mais qui met en place une infrastructure assez performante. C'est comme si vous achetiez un logiciel qui vous permettait de faire de la self-custody. Au lieu de mettre ça sur une ledger, vous avez une infrastructure un petit peu plus développée pour pouvoir gérer des assets de plusieurs millions d'euros. Ils font appel à des prestataires, c'est normal. D'ailleurs, Fireblocks est utilisé aussi par d'autres exchanges comme Kraken. Oui, c'est un des leaders mondiaux. Voilà. Donc c'est intéressant, tu nous dis que finalement, tu vois, déjà, il y a toutes des intermédiaires finalement de gestion, déjà dans le monde crypto. Mais voilà. c'est du front-end, hein, donc ce n'est pas de la délégation, donc c'est simplement
je vais utiliser des services de connexion entre avec des interfaces. Ce sont des interfaces vers mes clés privées. Hein. Ah oui, okay. Donc, je prends Fireblocks, vous créez des vaults, donc des coffres forts dans lesquels vous allez mettre des cryptos, mais vous détenez les clés privées. C'est simplement une interface plus, ce qui n'était pas le cas chez Bit4You. Plus user-friendly. D'accord. Parce que vous imaginez, si vous devez gérer des dizaines de millions sur votre clé Ledger à faire les petits codes à chaque fois, il faut un truc un petit peu plus scalable. Mais c'était pas ça chez Bit4You. Ils avaient utilisé une partie, ils avaient stocké une partie sur Fireblocks, mais ils avaient déposé. Alors là, de nouveau, on n'a pas l'information et personne ne comprend très bien pourquoi est-ce qu'ils ont fait. Ils ont déposé chez plusieurs autres prestataires pour faire de la conservation. Bon, moi, dont en Estonie. Dont en Estonie, ce prestataire qui est CoinLoan et pour lequel Bit4You avait déposé 45% du total de ses actifs. Pour une raison qui aujourd'hui n'est toujours pas très claire. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, j'ai malheureusement des clients qui me consultent parce qu'ils sont victimes de cette situation et ils disent on n'a jamais été informé que c'était stocké ailleurs. Et donc ça, c'est un problème de transparence et de communication. Les raisons, on les a toujours pas. Mais donc effectivement, Bit4You avait déposé des cryptoactifs de ses clients sur d'autres plateformes, dont une plateforme CoinLoan qui est en Estonie, qui a rencontré des difficultés en réalité depuis le mois de mars de cette année. Si on regarde dans l'historique, ils ont déjà eu des stress tests avant, mais rien d'aussi alarmant. Et en gros, 15 mars 2023, on voit que cette société estonienne a retiré sa licence VASP en Estonie. Elle l'a retirée ou on lui a retiré? C'est un retrait unilatéral. Okay. Donc, elle a décidé de la retirer. Alors, en fait, ça s'explique parce qu'il y avait une procédure de citation en faillite qui avait été mise en œuvre par un résident allemand au mois de novembre 2022, quelque part par là, qui a dit « Moi, j'aimerais bien récupérer mon argent ». La plateforme estonienne lui a dit non parce que c'est pas possible, etc., etc. Ils ont un peu traîné, puis finalement il a retiré il a lancé une citation en faillite contre CoinLoan, qui a essayé de se dépatouiller, et finalement maintenant CoinLoan est en faillite depuis le 14 juin, pardon. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Ouais, justement, je pense que sinon on ferait un épisode à mon avis trop long là-dessus, et aujourd'hui l'enquête est en cours. Je pense qu'il faut en tirer un message. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus sur, tu sais, on dit toujours dans la cryptosphère, ne laissez pas vos cryptos dormir sur un exchange parce que ce sont des boîtes privées, manifestement qui peuvent être très mal gérées, parce que clairement ça a été le cas évidemment, et du jour au lendemain on vous dit non, vous pouvez plus retirer votre crypto. Ouais, mais je t'arrête, mais on le sait. Oui, donc il faut. Donc, on le sait, c'est quoi le message? C'est clair. Est-ce qu'on a un exchange qui est en Europe dans lequel on peut avoir complètement confiance? Non, je crois pas. La question n'est pas là. Je crois que la question c'est comment est-ce que ça peut arriver? Mais ça arrive par défaut de gestion. Si on prend le cadre plus général, je comprends parfaitement les inquiétudes et vous avez tous les deux raison, mais ça arrive dans tous les secteurs. Quand on voit qu'aujourd'hui, le monde bancaire, on a une garantie par les États de 100 000 euros par compte bancaire, ça veut dire qu'ils savent que la banque peut se casser la gueule et qu'ils vont couvrir à 100 000 euros. Donc, on sait déjà que ça existe. C'est normal. Enfin, il y a rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. C'est dramatique. Mais quand on dépose de l'argent dans une entité, on fait confiance par définition. Et quand même les États garantissent 100 000 euros sur les dépôts bancaires, ça veut dire que les États savent que la banque peut se casser la figure. Oui, on est Donc, bien en fait, c'est simplement qu'on n'est pas conscient, mais c'est comme ça partout. Non, mais on est bien d'accord. Mais nous, quand on a enregistré, je crois que c'était avec CoinHouse, j'espère que je dis pas de bêtises, les auditeurs fidèles, vous me corrigerez, je crois que c'est dans l'épisode avec CoinHouse, il nous explique, il nous dit, mais nous, tous les ans, les régulateurs débarquent et on doit rendre des comptes. Et montrer la gestion. Oui, mais montrer la gestion. CoinHouse sont, si c'est bien CoinHouse, ils ont une licence depuis bien plus longtemps. Je crois qu'ils ont une licence depuis 2020 et peut-être même à Luxembourg. À l'inverse, ici, le régime belge était tout neuf, tout récent, et il y avait personne qui avait encore une autorisation complète et complète. Oui, mais donc l'État est aussi responsable. Provisoires. L'État est aussi responsable. L'État est responsable de ça? L'État est un peu responsable de ne pas avoir été regarder ce qui se passait. Enfin, moi, en tant que consommateur, je me dirais, l'État a une responsabilité. Ils ont laissé faire. Ils n'ont pas été vérifiés. Ça fait depuis combien de temps ils n'ont pas été mettre leur nez là-dedans? D'après ce qu'on a comme information, il y avait quand même un contrôle récurrent de la FSMA avec Bit4You et qui a amené toute une série de choses, notamment au mois de mars, la démission des fondateurs, parce que la FSMA a considéré qu'ils n'avaient pas les réponses suffisantes aux questions qu'ils posaient.
Bah, de toute façon, depuis la faillite d'FTX, maintenant qu'on sait tout ce qui s'est passé chez FTX, qui était le plus grand exchange mondial, on sait très bien que l'argent a été évadé. Ça a été une fraude, c'est juste de la gestion catastrophique, cataclysmique. J'imagine qu'évidemment, on n'est pas bien loin non plus ici, dans ce cas-là, d'une très mauvaise gestion, voire même de choses un peu étranges qu'il va falloir élucider. Donc, alors, ils sont pas partis avec la caisse, hein, il faut pas non plus... non, c'est pas ce qu'on dit. Ça, c'est l'information. Ils ont pas pris l'argent dans leur poche pour eux. Ça... Je rassure tout le monde, ils ne se sont pas enrichis sur le dos des clients. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais par contre, effectivement, il y a peut-être eu des difficultés au niveau de l'opérationnel. Les raisons, on ne les a pas. Et la suite de la procédure qui est en cours nous apprendra peut-être les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Ouais. Okay. Donc on espère que tous les gens qui nous écoutent ont bien compris qu'il ne fallait pas laisser son argent sur un exchange. Ou vous voulez qu'on vous le répète? La question, c'est soyez conscient du risque. Oui, c'est ça. Soyez conscient que si vous avez la compréhension de ce qui peut arriver et que vous acceptez qu'il y existe un risque, voilà. Mais c'est le problème, c'est qu'on reçoit des promesses en disant c'est sur un exchange et c'est sécurisé. Non, il y a un risque. Et comme tu dis, les gens ont l'habitude, comme les banques, ils se disent après tout c'est une banque crypto, donc mes fonds vont être garantis, ça va être bien géré, il y a l'État derrière, c'est régulé. En fait, pas du tout. On est très très loin de la régulation des banques et de la garantie de 100 000 euros qu'apporte l'Union européenne. Même si et en réalité, l'avantage des cryptos, c'est qu'on peut avoir de l'autopossession. Et oui, c'est ça. Si vous avez 50 000 euros, vous savez pas mettre 50 000 euros en cash sous votre matelas à la maison, c'est pas sécurisé. Par contre, si vous avez 50 000 euros de crypto, vous savez le mettre sur une clé USB Ledger ou autre, sur un hard wallet que vous stockez d'une manière sécurisée. Enfin, c'est simplement ça l'avantage aussi, c'est qu'on a la capacité de le faire. Dans le monde fiduciaire, on n'a pas la capacité de le faire. Ouais. Ouais. Je ne sais plus qui expliquait simplement ce qu'était un exchange. Et moi, je me suis dit, en fait... c'est moi, c'est un agent de change. C'est pour changer l'argent à l'aéroport. C'est quand tu arrives dans n'importe quel pays du monde et tu arrives dans un... pour changer ta monnaie. Exchange et custody. En fait, la majorité des plateformes d'échange centralisées proposent des services de custody. Donc des services de conservation. Mais ce sont deux prestations distinctes au niveau réglementaire. Échanger de la crypto contre de la monnaie fiduciaire, c'est une prestation. Et conserver pour les clients les cryptos, c'est une autre prestation, c'est de la conservation. Ok. Exact. Ouais, ok. Donc, par rapport à Bit4You, donc, tu représentes combien de clients aujourd'hui ? J'ai été contacté par 80 personnes pour le moment et vu que le dossier avance de jour en jour, il y a à chaque fois des gens qui se décident à franchir le cap de venir me voir et puis en fonction des événements communiqués dans la presse, il y en a qui arrivent, donc ça bouge tout le temps. Ouais, vous êtes deux, je pense, à représenter les clients. Hein. On est deux avocats, on a une grosse majorité de clients. Ouais. Okay. Ceux qui se sont manifestés, parce que pour le moment, au total, il y a 300 personnes qui sont manifestées alors qu'il y en a potentiellement 10 fois plus. Ouais. Moi, j'ai d'ailleurs été étonnée de voir que la presse était plutôt... On n'en parlait pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, je trouve. La presse grand public, effectivement, c'est pas super couvert. Ouais. Et pourtant, les... Il y a des gens qui découvrent le problème. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné la semaine passée. Ça fait 3 mois qu'il s'est bloqué. Il vient d'ouvrir son truc et il a vu que c'était bloqué. Donc, il était même pas au courant depuis 2 mois ou 3 mois. Il est pas au courant, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est pas encore un sujet très grand public, non plus. Non, mais. Et puis, c'est le bear market. Donc, en soi, les gens ne sont peut-être pas aussi, ils regardent pas tous les jours, ils se tracassent pas. Et ils commencent à regarder parce que le Bitcoin a franchi la barre des $30 000. Donc les gens se disent tiens, il faudrait peut-être aller voir. Ouais, tout à fait. Donc, toi, tu voulais poser une question sur les ETF. Oui, voilà, exactement. On est en pleine période aujourd'hui où il s'est passé des choses incroyables ces 30 derniers jours. C'est-à-dire que le gendarme de la bourse américain tape sur les cryptos à n'en plus finir. Il met en cause Coinbase, par exemple, le premier exchange américain, en disant rien ne va, les cryptos ça va plus. On a eu vraiment peur, on s'est dit ils veulent anéantir la crypto aux USA, et juste derrière il y a BlackRock qui dépose un ETF, donc c'est un produit financier autour du Bitcoin. Ça veut dire que ça permettrait d'acheter du Bitcoin sans en détenir. On achète une promesse de Bitcoin, ça permet de nous exposer au prix. Et ça veut donc dire, maintenant c'est clair, les Américains veulent non seulement de la crypto partout, mais ils veulent que ce soit le système financier traditionnel qui propose de la crypto. Ils veulent dégager les acteurs crypto, je dirais classiques, enfin les acteurs crypto qui sont là depuis longtemps, en disant non, laissez-nous faire, nous les gros de la finance. Donc ma question à toi, Florian, c'est est-ce que toi aussi tu voyais venir ça ? Est-ce que tu vois venir ça en France ? Parce que la Deutsche Bank a déposé une demande de gestion de cryptoactifs, le Crédit Agricole en France a déposé une demande de gestion de cryptoactifs, donc de crypto. Est-ce que toi tu vois ça arriver, mais alors comme une vague, une déferlante ? Est-ce que tous les acteurs crypto vont être balayés ? Et est-ce qu'on achètera forcément sa crypto en Belgique, à Belfius ou KBC ?
Alors, est-ce que je voyais ça arriver? Oui, mais c'était un peu futurologue de dire ça parce que des ETF aux États-Unis, il y en a déjà des dizaines qui ont été déposés et rejetés. L'ETF déposé par BlackRock, qui voudrait dire qu'on veut éjecter les acteurs crypto, c'est pas exact parce que comme par hasard, et c'est ça qui est assez rigolo, qui est-ce qui va détenir les bitcoins de BlackRock? Ce sera Coinbase. Coinbase, tu as raison. Donc en fait, on a quand même toujours besoin de boîtes qui sont crypto-friendly parce que le monde financier n'a pas la capacité technique et compréhension de ce secteur. Crypto-native. Pardon? Crypto-native. Oui, voilà, crypto-native. Oui. Okay. Donc, c'est par contre, assez cocasse de retracer l'historique de Coinbase parce que quand on vous sait qu'ils ont fait quand même une introduction en bourse validée par le régulateur qui est en train de leur taper dessus et à la limite, il a pas regardé ce qu'ils vendaient quand ils sont rentrés en bourse, mais maintenant, comme par hasard, il regarde. Alors, est-ce que c'est un cinéma à l'américaine, digne d'un des plus grands films de Scorsese? Peut-être un jour, on le verra sur les écrans. Mais effectivement, la demande de BlackRock qui est quand même un mastodonte de la finance traditionnelle et si vous creusez un peu qui est Larry Fink et les liens de BlackRock avec le pouvoir américain, on a facile de dire que cet ETF va être accepté parce que BlackRock égale USA. Donc voilà. Alors c'est une bonne chose, je pense, parce que ça continue à légitimiser le secteur et il y a 10 ans on disait que c'était un truc de gangster, de geek et de pirate. Finalement maintenant même la finance traditionnelle y va, donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire après? Bon, il y a un paquet de régulations qui arrivent et qui viennent brider peut-être certaines valeurs des cryptos, donc ça c'est peut-être pas c'est pas top. Et alors est-ce que ça arrive en Europe? Je sais pas, peut-être qu'il va avoir une accélération, mais en tout cas le secteur bancaire européen est quand même très 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 frileux. Et aussi très réglementé. La réglementation bancaire au niveau du dérisking est catastrophique. La réglementation bancaire au niveau de l'anti-blanchiment est incroyable. Je dis pas que c'est pire que les États-Unis, mais c'est assez fort. Et en fait, il y a tellement une chape de plomb sur la tête des banques au niveau des obligations réglementaires que la banque s'est transformée en gendarme, en fait. Elle a tellement d'obligations qu'elle se transforme en gendarme et elle veut faire la loi avec ses clients, ce qui est une espèce de perversion du système. C'est plutôt que de travailler dans le bien de ses clients, elle se transforme en disant j'ai tellement d'obligations que maintenant, moi, je vais fliquer tout le monde, je vais gendarmer tout le monde et on se retrouve dans un truc où c'est un petit peu malaisant pour le client. Donc, je suis pas certain qu'ils vont franchir aussi vite le cap d'aller déposer des ETF à tout va. Il y a déjà des banques qui le font, des banques françaises qui sont PSAN, une banque privée PSAN, des Lubac pour ne pas la citer. Ah oui. Il y a certaines banques qui commencent à travailler sur la crypto, KBC en Belgique, qui ont créé une espèce de coin maison. Je sais pas très bien à quoi il sert. C'est une espèce de point de fidélité. Voilà, c'est une expérience intéressante. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le règlement MiCA permet de d'émettre des jetons se référençant à des actifs ou à de la monnaie électronique. Et il y aura des facilités pour les institutions de crédit ou des institutions de paiement, ce que les banques sont déjà. Donc en réalité, il y aura un fast track pour les banques pour aller émettre des e-euros en euros numériques, par exemple. Et donc voilà, il y a des choses qui vont se passer peut-être. Tu parles du Cash Plus, là, la fameuse initiative de la Banque Centrale Européenne qui voudrait. Ouais, ça c'est encore différent. C'est encore autre chose. Là, ce sera. L'idée, ce serait que c'est comme si la banque devenait Tether. Ah oui, un stablecoin. Des euros. Un stablecoin. Tu vas aller acheter des USD, des euros ING, des euros BNP, mais en token. Attends, ça c'est super intéressant ce que tu dis. Ce qui veut dire que c'est ce qu'on appelle une crypto stable. 1 égale 1, donc une crypto égale 1 euro. Bon, vous m'avez lâché, j'ai rien compris. Ce serait une crypto de banque. En fait, tu veux dire chaque banque pourrait proposer sa propre crypto-monnaie adossée à l'euro. Donc une crypto-monnaie ou un euro numérique? Un jeton de monnaie électronique, en fait, ça s'appelle. C'est un jeton de monnaie électronique qui permet donc de créer un stablecoin, mais c'est seulement pour les institutions bancaires qui peuvent le faire. Donc, c'est-à-dire, je vous donne un token contre 1 euro. Et ce token vaut 1 euro. Et je vous garantis que ce token vaudra 1 euro. Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'inflation? Non, parce que c'est sur base de la circulation actuelle. Ouais. Alors, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'il est déjà numérique aujourd'hui. L'intérêt, c'est que tu l'as dans ton wallet et tu peux acheter un NFT directement avec 1 euro, par exemple, un token euro, quoi. En fait, pour l'utiliser comme moyen de paiement dans le monde Web 3, quoi. Dans le monde Web 3, c'est ça. Acheter donc un NFT Mercedes, acheter. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à ce que le Web 3 accepte le fiat Ah oui, mais ça c'est dans alors là, tu mets la passerelle à un autre endroit. Ouais,
voilà. Non, mais en expérience utilisateur, ça serait tellement plus facile, en fait. Mais alors, il faut des gatekeepers, des intermédiaires, etc., 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 et tu rentres dans des popotes. Ouais. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. J'avais pensé, alors parce que je parlais du cash plus, en fait, on parle des MNBC, monnaie numérique de banque centrale. On sait que toutes les banques centrales voudraient faire un crypto-euro. L'Amérique veut faire un crypto-dollar, la Chine a fait son crypto-yuan. Mais toi, tu dis ça pourrait aller beaucoup plus finement dans les banques commerciales qui pourraient toutes créer une crypto de banque. La banque centrale, elle va émettre de la monnaie qui va ensuite être prêtée à des banques commerciales qui vont ensuite le mettre sur le marché. Et les MNBC, c'est en réalité, c'est couper l'intermédiaire de la banque commerciale et directement donner de l'argent à des particuliers. Et donc, on distingue dans les MNBC, il y a le retail et le wholesale. Le wholesale, ça existe déjà, ça n'a pas d'intérêt, c'est à la grande échelle en banque commerciale, mais c'est aller vers le retail pour directement donner aux consommateurs citoyens des euros numériques sous forme de token. Oui, il faut imaginer que les Européens pourraient donc avoir un compte en banque directement à la BCE. Quoi. Mais alors justement, est-ce que c'est la mort des petites banques ? Dans ces cas-là, certainement, oui, parce que... Alors, sur base des discussions, mais elles sont infinies, éternelles et à contresens au niveau des banques centrales, ils envisagent notamment de faire des limitations d'émissions, c'est-à-dire que chaque personne ne pourra pas avoir plus que un certain seuil de cryptoactifs. Ouais. Donc, il y aura toujours besoin de passer par des banques commerciales. Alors, est-ce que ce sont des petites banques ? Je pense on peut déjà considérer qu'aujourd'hui, les petites banques, il n'y en a pas des masses. Oui, quand je dis petite banque, c'est pas la banque centrale, quoi. Banque commerciale. Je vois les agences bancaires qui ferment à tour de bras ici en région liégeoise où j'habite. ING vient de fermer encore 6 agences au 1er juillet. Donc, on évolue dans un marché du monde financier, ça c'est sûr. Et est-ce que c'est la mort des petites banques ? Je pense pas. Et c'est ça la limite. Les banques qui vont franchir le cap et qui vont avoir l'intelligence de mettre le pied là-dedans et de s'outiller, de s'équiper, qui fera que elles vont durer dans le temps, parce que voilà, aujourd'hui il y a 10% des Européens qui utilisent des cryptos. Dans 20 ans, ce sera potentiellement 60, 70, 80% des Européens qui l'utiliseront puisqu'ils seront nés là-dedans. Ouais, intéressant. Ouais, très intéressant. Donc c'est effectivement l'initiative de la Banque centrale, c'est Cash Plus, qui serait limitée à 3 000 €. Donc on retrouve ce que tu dis. Il semblerait que la Banque centrale pourrait dire bon bah voilà, jusqu'à 3 000 vous pouvez utiliser la crypto centrale, mais au-delà il faut aller voir une banque locale, commerciale pour avoir plus. Et je crois que ce que tu dis, je crois beaucoup à ça, la concurrence des paiements. Donc je pense qu'il y aura même la concurrence des banques. On aura des comptes en banque, peut-être BCE, et puis dans sa petite banque locale. Et puis on pourra, dans les magasins, payer un coût en euros, et puis aussi un coût en crypto. Et puis parfois une crypto en Bitcoin, Ethereum, et pourquoi pas aussi parfois en crypto euros. Enfin, donc on rentre dans une ère absolument stupéfiante à laquelle je ne m'attendais pas, de la concurrence des moyens de paiement, concurrence des systèmes de paiement. Concurrence ou cohabitation, tout simplement. Ou cohabitation. Je pense qu'il va y avoir une phase de concurrence et puis après il va y avoir un nettoyage du marché par l'effet... Pour un exemple très simple qu'on a connu avec les cartes de paiement crypto, il y a du cashback qui est donné. Ouais. Moi, si je suis une banque et que je veux attirer des clients, je propose un e-money token, un jeu de monnaie électronique, je propose du cashback et j'incite les clients à utiliser ma monnaie puisqu'ils font du cashback. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des banques belges, moi je suis chez KeyTrade Bank, ils utilisent déjà ce système. Quand j'ai fait une opération avec ma carte bancaire, je reçois 5 cents. Ok. C'est pas pour ça que je suis là-bas, mais voilà, ça existe déjà de nouveau. C'est pas la crypto qui a inventé quelque chose, mais ça peut être ici des moyens d'apporter de la valeur à utiliser cette crypto. C'est du marketing déguisé, hein. En fait, c'est un coût d'acquisition par client et on se dit, ben voilà, ils vont faire X opérations en moyenne. Et... Plutôt que de le donner en pub Facebook, je le donne directement à mon client. Oui, c'est le coût d'acquisition client. Sans parler de Apple qui propose des rendements de 4% quand on laisse son argent chez Apple. Ça, c'est aux États-Unis, c'est pas encore en Europe. Mais donc, on voit bien que Apple veut devenir une banque. Les crypto-exchanges veulent devenir des banques. Les banques veulent devenir des crypto-exchanges. La BCE veut devenir une banque commerciale. Enfin, mais tout ça, alors, pour les intérêts de chez Apple, ça n'arrivera pas en Europe parce que MiCA interdit de donner des intérêts sur les stablecoins. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi systémique par rapport à la conjoncture des banques centrales. Si vous regardez, il n'y a jamais eu de vrai stablecoin euro depuis que les cryptos existent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les taux d'intérêt à la banque centrale étaient relativement faibles, voire négatifs. Et donc, il n'y avait aucun intérêt à détenir des euros puisqu'on perdait de l'argent en les mettant en banque. À l'inverse, aux États-Unis, vous aviez des taux d'intérêt très intéressants, raison pour laquelle il y a plein de USDC, d'USDT, parce que vu qu'ils avaient la parité, ils conservaient des dollars qu'ils mettaient en banque, ils avaient un intérêt positif, donc ils gagnaient de l'argent. En euros,
en Europe, vu que les taux d'intérêt étaient négatifs, il n'y avait pas d'intérêt. Maintenant que les taux commencent à remonter, on voit certaines initiatives qui arrivent, des IEURO et des choses ainsi. Ouais. Qui vont se développer plus vite, plus les taux vont augmenter, plus vite il y en aura. Ouais. Notamment aux États-Unis, en fait, il existe un stablecoin euro, donc une crypto euro, elle existe, mais elle est faite par un Américain, une boîte américaine qui s'appelle Circle et qui est la boîte américaine qui fait le crypto dollar d'ailleurs. Donc c'est amusant qu'une fois de plus l'Amérique aimerait bien contrôler un peu ce qui se passe en Europe, mais là ça devient très politique. Je ne veux pas donner mon avis intégral sur la domination américaine. Claudia, on peut peut-être parler de ChatGPT. Oui, alors Florian, en fait, donc j'ai monté une formation et en me disant, je monte ça en side project et je communique pas trop, d'ailleurs sur LinkedIn, personne ne le sait. Et j'ai posté ça sur mon Instagram privé en me disant, je vais tester un peu le marché, je vais un peu analyser les cibles qui mordent l'hameçon. Et en fait, c'est assez étonnant, mais le side project n'est plus tout à fait un side project parce que la demande est fulgurante. Et moi qui avais fait ça en me disant, je ne connais pas bien la cible, donc je vais tester et on verra qui est intéressé, je me rends compte qu'en fait, les profils de gens qui s'inscrivent, c'est vraiment des profils très très variés. Et c'est pas tellement en fonction de la verticale métier ou de ton niveau de hiérarchie que tu t'inscris, c'est plutôt ton niveau de conscience par rapport à la vitesse à laquelle l'IA va impacter les gens. Donc je me retrouve avec des mamans. Alors 2 profils de mamans, des mamans inquiètes et qui se disent « moi je ne veux pas me larguer, je veux comprendre le monde dans lequel mes enfants vont vivre ». Des mamans qui viennent me trouver en me disant « mon fils a des déficiences cognitives, est-ce que ChatGPT peut combler ça ?» Je me retrouve avec des directeurs RH, des directeurs marketing, bref, j'ai formé donc là en arrivant en Belgique fin juin la SNCB, donc les chemins de fer belges, toute l'équipe marketing communication. Très chouette. Et j'ai formé d'autres entreprises. Bon, là, je sais que je peux le dire pour la SNCB, pour les autres, je ne peux pas. Mais je me retrouve donc face à toujours cette même question, pas des particuliers, mais dans les entreprises. Quel est le danger de l'information que je mets sur ChatGPT ? Si je mets un rapport financier de mon entreprise, qu'est-ce que ChatGPT en fait ? Oui, parce qu'on peut demander à ChatGPT de résumer un PDF. Donc, on pourrait mettre tout à fait son rapport annuel en PDF et ChatGPT va le lire, l'analyser et en ressortir un résumé. Mais où va ensuite cette information ? Où est-ce qu'elle est stockée ? Voilà. Et surtout, l'information qu'il me donne, elle vient d'où ? Et est-ce qu'il a été cherché dans quoi ? Alors, ok, on sait tous que Wikipédia, c'est 3% de la quantité astronomique d'informations qu'a avalé ChatGPT 3.5. Ok, mais ça ne nous dit pas tout le reste. Donc, les grands enjeux RGPD, ça va être un énorme questionnement sur des entreprises. Parce que les entreprises vont être confrontées à ok, j'adopte l'intelligence artificielle, ça va optimiser mes process, booster la productivité de mes employés, etc. Mais quel est le danger de ça ? Et qu'est-ce que l'Europe va mettre en place ? Est-ce que ça va être une loi qui va freiner le développement IA, booster le développement IA ? Bref, 10 000 questions dans ma question. Je ne sais d'ailleurs pas par où je dois commencer, tellement c'est confus. Mais je suis sûre que tu as compris vers quoi je voulais aller. Je te donne la parole. Oui, en sachant qu'Apple, par exemple... Oui, Apple a interdit à ses salariés d'utiliser ChatGPT. Non seulement Apple, Samsung, plein de grands comptes. Hein. Ce qui est quand même aberrant, parce que typiquement, alors, est-ce qu'en interdisant ça, est-ce que ça m'empêche, moi, en tant qu'individu qui doit remettre, je sais pas moi, un rapport quelconque, d'utiliser ChatGPT à titre privé dans mon entreprise ? Je vis avec mon ordi privé, j'ai mon téléphone. Donc, est-ce que interdire est la solution ? Bon, vaste débat, mais plein de questions super intéressantes et ô combien importantes dans l'arrivée de cette technologie, mais comme à chaque fois dans l'apparition des nouvelles technologies, et c'est ce que j'ai écrit dans une carte blanche que j'ai publiée dans l'Écho il y a quelques semaines. La régulation va toujours plus vite, la technologie va toujours plus vite que la régulation, donc on est toujours en retard. C'est normal, il faut l'accepter et les régulateurs doivent le comprendre. Quand tu dis où est-ce que vont les données que j'injecte dans ChatGPT ou dans une IA générative ou n'importe quel type d'IA d'ailleurs, où est-ce qu'elles vont les données ? Eh ben, on peut faire un petit parallèle pour faire une transition. C'est comme une plateforme centralisée, ce sont des black box. On n'a pas de vue
sur l'algorithme utilisé par une intelligence artificielle parce que ce n'est pas open source et donc c'est une propriété de OpenAI, de Google avec Bard, de Copilot et avec Microsoft, etc., etc. On ne sait pas où ça va. Donc la première chose, c'est effectivement, si tu mets de la donnée sensible ou considérée comme telle, tu dois savoir que tu ne sais pas où elle va. Donc ça, c'est la première chose. C'est que donc c'est ce qui s'est passé avec Samsung, c'est que des gars ont commencé à pousser des brevets et des choses un petit peu techniques et protégées par le secret d'affaires. Et puis quelqu'un, en reposant des questions derrière, a vu réapparaître ces informations. Et là, ça a fait parce que la donnée qui était injectée dans le ChatGPT a été réutilisée. Mais ça, ce sont entre guillemets des essais-erreurs sur base d'observations que les utilisateurs font. On n'a pas l'information selon laquelle la donnée qui est injectée va être réutilisée dans la question ou la réponse qui sera posée plus tard. Et ça, c'est le problème des algorithmes, mais ça existe depuis des années. Je vous expliquais en off tout à l'heure que j'avais travaillé déjà sur de l'IA dans les années 2017-2018. Avant Covid, maintenant, ça va être le marqueur. C'est avant Covid, après Covid. Quand vous avez, c'est la même chose sur Amazon, quand vous avez sur YouTube ou sur Google, les algorithmes vous proposent des suggestions, vous savez pas comment ça se fait. Et ils changent. Et tous les mois, Google se fait fort de dire tous les mois on change l'algorithme, vous saurez jamais quoi. Voilà. Donc c'est le propre d'un algorithme et c'est un secret d'affaires qui est protégé et c'est normal. Hein, c'est des heures et des heures de travail. Je recommande à ceux qui veulent creuser le sujet d'aller lire le bouquin de Yann Lequin qui est le français à la tête de l'IA chez Facebook, Quand l'homme apprend des machines, je crois, édition Odile Jacobs. C'est un super bouquin hyper pédagogique pour expliquer ce que c'est vraiment l'IA. Il vient de sortir en format poche, donc foncé. C'était vraiment très intéressant. Je mettrai le lien dans la description. Dans la description. Le lien Amazon pour que vous puissiez l'acheter. Non, allez dans vos librairies. Allez en petite librairie, ouais. Faut pas consommer Amazon. Moi, je n'aime pas Amazon, mais bon, c'est un autre débat. Ouais. Et donc, effectivement, la donnée que tu injectes dans une IA générative peut aboutir à un retraitement futur. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut le savoir pour éviter d'aller donner des choses sensibles. Mais alors, j'ai presque envie de dire que c'est du bon sens aussi à certains moments. Si tu partages des brevets ou des secrets d'affaires sur une plateforme web comme OpenAI, etc., on faut quand même à un moment donné se dire, il y a quand même un risque que ce soit quelque part. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe avec Microsoft et Copilot, qui proposent d'intégrer une IA dans toute leur suite Office 365, qui va générer donc plein de possibilités créatives et de travail, mais elle va aller consommer de la donnée sur les drives de chacune des personnes, etc., etc. Donc, il va y avoir plein de problèmes à ce niveau-là. Alors, au niveau réglementaire, l'Europe continue sur sa lancée de réglementation et actuellement, il y a 2 textes sur l'IA qui sont en discussion, le règlement IA, le IA Act, et une directive IA qui vise ici plutôt la responsabilité liée aux actes, aux problèmes liés à l'IA. Donc la directive, c'est la responsabilité, c'est de dire ok, moi, je suis victime d'un dommage à titre privé par une IA. Eh bien, il y a une présomption de lien causal entre le dommage et l'IA, et donc on va accélérer le processus juridique pour dire voilà, il y a un lien entre les deux. On vous évite de le faire, c'est réfragable, comme on dit en droit, donc on peut le renverser. Donc on facilite la vie aux victimes par rapport à la preuve du dommage. Et le deuxième aspect, c'est faciliter aussi le droit d'accéder aux preuves, puisque comme je vous le disais, ce sont des black box. Si vous êtes victime d'un dommage causé par une IA, bête exemple, je me fais renverser par une voiture autonome, il faut que je démontre que ce soit l'algorithme qui est responsable du renversement et pas moi qui ai traversé sur la route. Ça, c'est pendant quelques années, mais aujourd'hui, il y a des artistes qui attaquent l'IA en disant l'IA a produit une image qui ressemble exactement à mon style artistique et il y a déjà des procès là-dessus. Alors là, c'est sur un autre pan, c'est la propriété intellectuelle. On peut y aller maintenant, mais là, c'est encore différent. Et moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. C'est que il faut regarder le problème de 2 manières au niveau de la propriété intellectuelle. C'est d'une part la manière avec laquelle l'IA a été entraînée pour pouvoir générer un résultat. Et il est très certainement, il est certain, quasi certain, que les IA génératives ont utilisé de la donnée qui est protégée par le droit d'auteur. Exemple, toi, Benjamin, tu es un artiste, tu fais des tableaux et des peintures, tu fais des œuvres qui sont protégées et qui sont peut-être sur Internet parce que tu les affiches sur ton site web.
C'est simplement un affichage que tu fais à titre promotionnel, mais tu n'as pas donné le droit à quiconque d'utiliser cette image pour faire n'importe quoi. Tu n'as pas consenti à une utilisation commerciale ou un entraînement d'algorithme, etc. Et donc là, il y a le premier problème, c'est que les IA ont très certainement utilisé du contenu qui était protégé par des droits d'auteur sans avoir l'autorisation de l'auteur pour l'utilisation qu'elles en font. Donc là, déjà, il y a un premier problème. Et alors, il y a un deuxième problème, c'est après en aval, c'est lors de la production. Le contenu peut ressembler à une œuvre qui a été générée. Alors ça, je suis assez tranché par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'IA pour pouvoir arriver à ce résultat-là, et les inspirations artistiques, culturelles ou autres aboutissent généralement à des ressemblances, des similitudes. Et je pense que quand on fait de la littérature artistique, on voit qu'il y a des influences de certains artistes dans certains autres, et c'est même reconnu, et à la limite, c'est même parfois même louable de dire bah oui, je me suis inspiré du bleu de Matisse, de Picasso, de trucs de machin. Donc ça arrive. Est-ce que après derrière les artistes peuvent se retourner contre le contrefacteur ou celui qui a utilisé indûment? Ça, c'est une belle question qui va être posée. Certains considèrent que les IA génératives ne peuvent pas donner de droit de propriété intellectuelle à leurs auteurs. Donc, si j'utilise Midjourney ou Dall-E pour créer une image, ben c'est pas Florian Ernotte qui serait propriétaire des droits d'auteur. Ça, c'est une thèse en France qui est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois. D'Arnaud Billon. Il considère que l'IA générative ne peut pas donner de droit à l'utilisateur. Moi, je suis pas super d'accord avec ça parce que, mais je suis pas un spécialiste, mais de la propriété intellectuelle au niveau de l'IA. Mais quand vous donnez un prompt à une IA, vous allez quand même vous exprimer différemment que ce que toi, Benjamin, tu vas demander ou ce que Claudia va demander. La manière de t'exprimer à l'égard d'une IA va donner quand même une caractéristique propre à son auteur qui est un facteur qui permet de qualifier une œuvre comme étant celle d'un auteur. Oui, d'ailleurs, ça banalise en fait le prompt, alors que le prompt, quand on l'utilise bien, on sait que c'est pas une question, une réponse, vite fait, bien fait, et après je vais regarder des séries Netflix. Parfois, ça prend presque plus de temps que de faire l'image elle-même ou d'écrire le texte lui-même. Ouais. En revanche, le résultat est bien meilleur que si on l'avait fait nous-mêmes, mais le travail en amont est parfois conséquent, et donc c'est ne pas récompenser le travail en amont, donc sur le process du prompt, de la réflexion, de la formulation, du rechallenge du de l'IA, du détail, des consignes données. Voilà. Donc, et alors, il y a un deuxième truc, c'est que, alors, si on en vient à dire qu'il n'y a pas de personnalisation de l'auteur par rapport au prompt, c'est-à-dire qu'en réalité, l'algorithme, il est homogénéifiant. C'est-à-dire que peu importe le prompt que tu vas mettre, peu importe le détail de personnalisation du prompt, tu as une potentialité d'avoir la même image. C'est quand même un postulat assez important à prendre dans un truc où personne ne sait comment l'algorithme fonctionne. Mais c'est faux. Ça, c'est des Ah oui, mais donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même matière à réflexion de se dire, tiens, si j'écris tel prompt, est-ce que je suis quand même pas un petit peu auteur de l'œuvre qui a été générée parce que j'ai mis ma patte créative. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les lois doivent être réfléchies et mises en place par des gens qui maîtrisent les outils, pas par des gens qui sont déconnectés et qui pensent que c'est une question, une réponse et que c'est vite fait, bien fait. Quand tu comprends comment fonctionne l'outil, alors tu admets que le travail de l'artiste, il s'est juste déplacé. Mais il est là quand même. Et que bien sûr, il y a 10 000 façons de formuler un prompt, 10 000 façons. Alors, ce n'est pas un prompt, c'est une conversation déjà. Donc, c'est un travail de réflexion et de construction. Et qu'il y a autant de travail et de construction que d'individus. Et donc, il y a autant de résultats que d'individus. Mais à ce niveau-là, la loi au niveau des droits d'auteur, par exemple, et de la propriété intellectuelle n'a pas évolué par rapport à l'IA. Et je me réjouis d'un jour avoir une décision d'une cour de justice qui va trancher. Parce que je pense que les principes juridiques aujourd'hui sont là, il faut juste les appliquer à un cas d'espèce et qu'à un moment donné un juge tranche. Par contre, au niveau de l'IA Act, l'autre texte un petit peu fondamental au niveau européen, là c'est un sujet qui est assez important parce qu'on va faire une approche par le risque et on va catégoriser les risques liés à l'utilisation d'une IA. Et en fonction des types de risques, on va interdire, mais bon, quand on voit ce qu'on interdit, c'est quand même pas anodin. De mémoire, je reprends mes petites notes. Risque inacceptable, c'est une manipulation cognitivo-comportementale. Donc, en gros, c'est Cambridge Analytica. On interdit d'utiliser de l'IA pour pouvoir faire de la manipulation du comportement des utilisateurs. Google le fait tous les jours. Hein. Google le fait tous les jours. Oui.
mais pas sur des choix aussi personnels que le droit de vote, par exemple. Non, mais ça commence et ça s'arrête tout, c'est pas défini ça. Non, et puis l'IA le fait 100 milliards de fois plus vite qu'aujourd'hui Google, en fait. C'est ça. Et puis de façon tellement plus subtile. Et plus subtile, oui. Et puis c'est de l'auto-apprentissage. Donc en fait, oui, c'est interdit pour lui d'auto-apprendre comment manipuler les foules, quoi. Voilà. Le scoring social, ça c'est interdit, inacceptable, donc on ne pourra pas utiliser l'IA pour le faire. Et l'identification biométrique en temps réel et à distance, donc l'exemple type, c'est Big Brother, la caméra est dans la rue, vous passez, on vous identifie, ça ce sera interdit. Et c'est aussi le projet de Sam Altman qui... Oui, c'est ça, Sam Altman. Et puis les Chinois aussi font du crédit social. Donc toi, tu dis du score social, ça en Europe, jamais. Inacceptable, interdit. Ouais. Vive l'Europe. Et alors après, on a des gradations différentes, donc on a des risques élevés. Donc là, il y a toute une série d'obligations à respecter lorsqu'il y a un impact négatif sur la sécurité ou les droits fondamentaux des citoyens. Un bête exemple qui est donné généralement, c'est les systèmes d'IA qui sont utilisés dans des produits qui relèvent de la sécurité, les jouets pour les enfants, les voitures, les aviations. Et bien là, il y a toute une série d'obligations à respecter, notamment au niveau de la transparence, de dire attention, la voiture que vous achetez utilise de l'IA, donc ceci, donc cela. Et puis vous devez aussi, vous, entreprise qui utilise l'IA, démontrer que vous avez toute une série de process qui sont respectés. Et alors, il y a une gradation comme ça de inacceptable à risque élevé, moyen, bas, avec à chaque fois des obligations. Ton document, là, il est accessible au grand public? Je peux le mettre en lien de la description ou c'est ton Oui, c'est un communiqué de presse du Parlement. Je pourrais vous l'envoyer aussi. Ah oui, tu peux me l'envoyer? Il y a le texte qui est disponible, il y a tout qui est disponible. Voilà, je veux bien que tu me l'envoies. C'est publié. Et alors, moi, j'aimerais bien faire un épisode alors sur l'enjeu du... je vais le WorldCoin Token, c'est le projet de Sam Altman où en fait l'iris de tous les individus serait capturé. Et il y aurait une reconnaissance immédiate faciale, enfin c'est de la biométrie. Une identification. Alors j'ai beaucoup étudié le sujet parce que il y a eu beaucoup de bruit à l'époque, il y a 2-3 semaines, et malheureusement en fait, je crois que trop peu de personnes ont lu ce qu'il y avait derrière le WorldCoin. Alors vas-y. Dis-nous. En fait, ils utilisent plein de technologies, notamment liées à la crypto. Ils utilisent un ZK-proof, ils utilisent des hashes, et en fait, la donnée qui va être scannée par l'iris, elle sera pas conservée en tant que telle. Et donc, ce sont des hashes qui vont être conservés. Et alors, il y a même moyen d'avoir un opt-out, de dire vous ne conservez pas ma donnée. Et derrière, j'ai une identité numérique validée, une espèce de whitelist. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est fondamental dans les années qui arrivent. WorldCoin fait peut-être un peu peur parce qu'on a un Sam Altman qui est très médiatisé et qui a fait beaucoup de choses. Mais ce sujet-là et WorldCoin à plusieurs facettes. Il y a le WorldCoin avec le revenu universel qui peut aussi un peu poser des questions, mais l'identification numérique, on en revient à de la crypto, mais c'est un sujet fondamental et qui, je pense, j'invite les auditeurs à aller lire la doc de WorldCoin. Elle est très bien faite, elle est très claire, et vous allez comprendre que c'est pas nécessairement mon identification, Florian Ernotte et mon iris qui sont conservés par WorldCoin. C'est pas ça qui va se passer. Oui, puis quand tu il y a même moyen de leur demander de ne rien conserver du tout, même si c'est pseudonymisé, anonymisé. Et pour ceux qui nous écoutent, le hash, c'est pas le truc qui se fume, c'est de la cryptographie à très haut niveau. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est que l'iris sera ultra crypté, de manière inviolable, pour que même les gens de WorldCoin eux-mêmes ne puissent pas mettre ton iris. On va passer le hash, c'est une fonction de hachage qui va crypter ou chiffrer. Alors, il y a des puristes qui vont vous dire que c'est chiffré et pas crypté. On va passer un contenu dans un algorithme de hachage et ça va sortir un hash. J'adore prendre cet exemple. Vous prenez la Bible, vous la mettez dans un algorithme de hachage, vous allez avoir un hash. Vous changez une virgule dans la Bible, à n'importe quel endroit, mais juste une virgule, pour le repasser dans la fonction de hachage, vous avez un hash qui est complètement différent. Et le hash, c'est combien de signes? Le hash, c'est l'empreinte numérique et digitale d'un contenu. C'est des chiffres. C'est alphanumérique. C'est une succession de chiffres et de lettres. Il y en a à peu près 80, à peu près, en gros. Ouais, c'est alphanumérique. Ça dépend des algorithmes de hachage que tu utilises. En fait, pour simplifier, vous mettez la Bible dans le hachage, vous avez un QR code. Vous mettez la Bible sans une virgule quelque part, vous le choisissez, il y a que vous qui le savez, vous le mettez dans la fonction du hachage et c'est un autre QR code qui sort. Un autre scan bar, quoi. Et donc, un autre identifiant. Oui, un autre identifiant, exactement. Mais moi, je trouve ça... alors, il a été très controversé, le WorldCoin, mais alors, j'ai pas tout compris, mais j'ai dit à Benjamin, il faut qu'on achète de la crypto.
Mais j'aimerais faire un épisode rien que sur ça, parce que je trouve que c'est fascinant. Et quand je vois encore plein de gens dans le déni de l'évolution technologique qui nous disent régulièrement, non, mais franchement, vous rigolez, l'intelligence artificielle, ça va pas changer, ça va rien changer du tout. C'est l'avenir, parce que vous avez à côté des régulations MiCA et autres, des réglementations sur l'anti-blanchiment qui nécessitent notamment de faire du KYC, etc. De l'identification. Et aujourd'hui, vous avez, et j'ai déjà écrit abondamment sur le sujet, des mesures prises pour lutter contre le blanchiment qui sont jugées disproportionnelles par la Cour de justice de l'Union européenne. Ah oui. Et donc, en fait, on vous oblige tout le temps à donner votre carte d'identité à gauche, à droite, pour pas nécessairement les bonnes raisons ou de manière proportionnée. Avec ce type de technologie, vous avez la capacité de dire « je suis un humain unique et vérifié », mais je ne révèle pas mon identité, et donc après je peux interagir avec certains services. Si vous voyez, je prends un exemple avec le droit de vote, même si c'est pas super évident comme raisonnement, mais j'ai pas besoin de donner toute une série d'informations. Alors si pour le droit de vote c'est peut-être le mauvais exemple, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de prouver votre identité. Vous avez simplement peut-être besoin de prouver que vous êtes un humain pour pouvoir interagir dans la crypto par exemple. Et donc ici ce serait le moyen de dire ok, je me suis fait identifier, je suis un humain. Je prends l'exemple avec les réseaux sociaux, ça c'est un très bon exemple. Pour éviter les bots ou les contenus haineux et ou autres, je vais donc créer un compte. Je vais pas révéler mon identité, mais je vais dire que je suis unique. Et donc je vais flaguer par exemple mon iris. On va valider, ok, cet iris-là n'a jamais été flagué parce que le H n'est pas le même et votre iris elle est unique. Donc c'est pas si vous changez une virgule, c'est une autre iris. Donc on a whitelisté l'iris. Votre compte après peut rentrer et vous restez entre guillemets authentifié comme étant unique et un vrai humain. Alors, en fait, le check bleu sur Twitter, tu auras un check bleu. Twitter lutte contre les bots. Là, Elon Musk a dit maintenant c'est la lutte absolue contre les bots. On sait que Twitter, 50% des tweets sont faits par des robots. Mais moi, j'aimerais revenir sur la dystopie parce que Claudia a raison, les gens ne comprennent pas ou s'inquiètent de la technologie et surtout s'inquiètent d'une dystopie, c'est-à-dire s'inquiètent de Big Brother. C'est-à-dire un jour un État, l'Europe, qui dirait tous les iris maintenant sont pour moi et je vais ficher tout le monde, je vais surveiller tout le monde. En fait, on a toujours peur de la surveillance de masse. C'est bien ça qui fait peur. Ton information est primordiale en disant mais personne ne pourra surveiller parce que l'iris sera crypté et personne ne pourra, à part la blockchain, à part les machines, pourront elles-mêmes intervenir. Et cette peur-là, elle participe à la fracture numérique. Donc on a des gens qui ne vont pas qui ne s'intéressent pas et qui pensent qu'ils ne sont pas concernés par toutes ces innovations technologiques parce qu'ils sont dans la peur, que ce soit sur l'IA ou sur la crypto. La peur, c'est un énorme frein. Et ils ne se rendent pas compte à quel point ça va vite, en fait. Ça va vite. Et ils ont des idées qui sont préconçues sur la technologie, c'est forcément le contrôle et l'abus. Ouais. Moi, j'ai une dernière. La preuve, le coin, quand tout le monde dit c'est terrible, on va nous prendre nos iris, et quand tu regardes la doc, c'est pas vraiment ce qu'il raconte. Donc, c'est aussi le manque de temps que les gens ne consacrent peut-être pas assez à creuser les sujets, et on prend de l'information, on la consomme très vite, on la creuse pas, on la croise pas. Non, mais ça s'appelle des journalistes, tu veux dire? Oui, j'ai encore un avis très mitigé sur les journalistes, mais non, je pense que c'est une attitude citoyenne. À un moment donné, il faut arrêter de faire confiance à tout et n'importe quoi, parce que je ne veux pas non plus devenir parano, mais si on veut prendre position sur un sujet, il faut faire un minimum de recherche soi-même et croiser ses sources. C'est de la bonne intelligence, je pense. J'ai encore une question, pardon Florian, je t'ai coupé. Sur l'IA Act, j'ai lu donc hier, c'est très récent, donc beaucoup de grosses boîtes en Europe, des Airbus et compagnie, des très grosses boîtes, demandent à l'Union européenne de ne pas d'assouplir l'IA Act, parce qu'a priori, la réglementation sur l'intelligence artificielle dont tu viens de parler, a priori, ça va venir gêner la performance des entreprises dans la compétition mondiale à l'intelligence artificielle. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce que les grosses boîtes européennes ont tort de vouloir peut-être laisser plus de champ à l'IA? Parce que l'IA, comme toujours, il y a la protection du consommateur qui va à l'encontre, bien souvent, de la concurrence mondiale des boîtes, quoi. Est-ce que tu penses que cette IA doit être assouplie? C'est l'éternelle question de la proportion de la règle et du caractère aussi du principe de neutralité technologique. Il faut pas réguler contre une technologie, il faut réguler contre des usages. Et c'est sûr que quand on vient mettre un cadre réglementaire sur l'IA, eh bien, on a une tendance à créer une discordance de concurrence, puisque certains États vont peut-être être plus laxistes et d'autres vont être plus sévères. Et donc, on peut avoir des problèmes au niveau de la compétitivité d'une entreprise européenne par rapport à une entreprise américaine ou autre. Mais quand on voit ce qui se passe avec les cryptoactifs, pour refaire le parallèle, on voit que l'Europe est très forte critiquée par rapport au texte qu'elle a mis en place, qui s'appelle MiCA, mais les Anglais le reprennent
et vont un petit peu plus loin sur certains sujets, et les Américains vont très certainement recopier ce qu'on a fait. Et donc, il y a aussi un côté de benchmarking et de first move player qui est pas mal non plus, c'est que quand on prend une réglementation en étant le premier, on met un niveau dans l'environnement économique qui est potentiellement suivi par d'autres. Parce que, voilà, alors c'est pas toujours le cas, hein, il y a parfois des discordances, mais je comprends pourquoi est-ce que les grosses entreprises font du lobby, c'est normal, elles essaient de limiter l'impact de la réglementation sur leurs activités pour pouvoir garder une source d'innovation. Maintenant, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, la technologie va toujours plus vite que la réglementation. Donc, la réglementation IA, elle est en cours de discussion, elle va partir au trilogue européen et on espère que ce sera voté pour la mi-2024 puisque c'est les fins des législatures européennes. Ils vont essayer de boucler ça dans leur cadre de leur législature. Puis après, il y aura autre chose. Ouais, ok. Donc, il y aura toujours une course à la réglementation et on va avoir certains acteurs qui vont dire ah oui mais c'est terrible, on brille l'innovation. Oui, parce que c'est éternel ce débat. Je le comprends, je l'entends. J'arrive pas à avoir d'avis sur la question parce que d'un autre côté il y en a qui vous disent c'est très bien d'avoir un cadre réglementaire parce qu'on sait dans quel cours on joue et avec lesquelles règles. Donc il y a à boire et à manger, et voilà, c'est très compliqué comme sujet. Ok, mais la question, c'est les entreprises de façon individuelle, parce que là, on parle de l'Europe. Je te prends un exemple. Donc, j'ai une dame qui m'appelle. Elle était un peu paniquée. Et elle me dit, Claudia, moi, j'ai une boîte de prod. Je bosse à Paris. J'ai une boîte de prod. Et en fait, là, sur le marché parisien, il y a une boîte de prod ukrainiens qui viennent d'arriver. Ils font tout avec l'IA. Je vais me faire bouffer. Il faut que je m'y mette. Alors, j'ai envie de dire, imaginons que cette boîte de prod qui m'appelle se drape derrière le drapeau RGPD, elle est face, c'est la mondialisation, donc c'est ouvert à tous, commerce pour tous, elle est quand même face à des concurrents qui, eux, n'hésitent pas. Et ils y vont, et ils prennent le business. Donc j'ai envie de dire que, quand je vois des grosses boîtes qui disent non, on interdit l'utilisation des IA dans notre entreprise parce que pas RGPD, etc., on ne sait pas, ok. Est-ce que c'est pas non, c'est contre-productif. C'est contre-productif, on est bien d'accord. L'interdiction de base est contre-productive et elle n'a jamais fonctionné. Je veux dire, on interdit de tuer des gens, il y a quand même des gens qui sont tués. On interdit de rouler à plus de 130 sur l'autoroute, il y a des gens... Enfin, je dis pas qu'il faut lever tous les interdits, mais on sait que l'interdit n'est pas nécessairement la meilleure solution. Moi, je suis partisan du principe de l'éducation. Donc, c'est d'aller à la source, d'éduquer les gens pour qu'ils ne fassent pas le comportement. Et donc ici, l'interdiction d'utiliser une IA générative ou une IA tout court, c'est pas la solution effectivement parce que en fait il suffit d'expliquer aux gens comment ils doivent l'utiliser et puis après ils feront en sorte que ou de faire des annexes au contrat en disant dans cette entreprise on utilise l'IA, ok, mais sont strictement punissables si vous mettez des docs confidentiels, des rapports financiers, et on liste ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On n'interdit pas la totalité de l'usage. Mais on encadre et on forme. On encadre et on forme. Et ouvrez la parenthèse, si vous voulez vous former, vous m'appelez, fermez la parenthèse, j'ai envie de dire. Et une autre chose aussi, et ça je pense que c'est fondamental, c'est une réflexion sur le business model qui doit venir. C'est parce que je pense qu'il y a un déficit de formation et donc quand on voit des entreprises concurrentes qui utilisent l'IA, on se dit « ouh là 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 ». Mais il faut aussi se reposer la question, quelle est ma valeur ajoutée par rapport à ce type de société qui va fournir tel service? Et donc c'est une remise en question permanente, c'est difficile, c'est contraignant, il faut pouvoir relever la tête du guidon, mais c'est nécessaire parce que quand on a un concurrent qui arrive comme ça, le résultat, il est peut-être bluffant en termes de délivrable, mais en termes de qualité, il y a peut-être quelque chose qu'on peut démontrer que eux ne font pas. Et c'est vraiment se repositionner en permanence et utiliser l'IA d'une autre manière, etc., etc. Ouais, donc, c'est plus vaste simplement que de la formation. C'est aussi une remise en question. Ouais. Moi, je dirais que j'ai une boîte là qui m'a un peu interpellée parce que j'ai donné la formation. Puis le lendemain, ils m'ont rappelé en disant, mais Claudia, est-ce que tu peux revenir pour analyser les job descriptions avec nous? Alors, je me dis, celle-là, elle veut virer des gens. Alors, je lui pose des questions, je la challenge un peu. Je lui dis, mais c'est quoi l'objectif? Et donc, l'objectif, c'était évidemment de faire des économies. Et donc, évidemment, de passer certaines personnes à 4 jours semaine ou de licencier certaines personnes. Et donc, en discutant, je lui dis, mais avant ça, peut-être qu'on peut regarder tous les workflows. Les outils utilisés au quotidien. Peut-être que vous payez des SaaS et des outils au quotidien dans votre entreprise qui pourraient tout à fait être pris en charge par l'IA et donc vous pourriez faire des économies comme ça. Et puis aussi voir où les gens sont bons et voir comment, là où ils ne sont pas bons, on peut compenser avec l'IA. Et donc, et à la fin de la conversation, elle me dit
Ah ouais, donc j'ai bien compris. En fait, l'IA, c'est un outil qui va m'aider à amplifier les compétences de mon équipe. Ah, je dis oui, en tout cas, c'est pas parce que l'IA arrive que tu vas licencier la moitié de ton équipe. Non, c'est pas vrai. Ouais, et donc, il y a aussi cette réflexion de l'organisation en entreprise. Et ça, c'est souvent quand tu comprends pas ce que tu peux vraiment faire avec l'IA. Alors, tu dis, chouette, l'IA arrive, je vais licencier la moitié de mon équipe. Mais non, en fait, non. Et donc, ouais, il va y avoir un gros travail d'adaptation des entreprises, de réflexion, Moi, je pense que ça va être comme la transformation digitale. On va avoir un head-off transfo qui va passer dans tous les départements, qui va regarder tous les process et qui va remouliner le tout. Il y aura une optimisation de beaucoup de processus, voilà. Et ça va libérer des charges mentales et de la créativité aussi pour d'autres, parce que des gens qui sont sous une masse incroyable de travail administratif n'ont peut-être pas non plus... voilà, il va avoir des améliorations et je pense que c'est plutôt des optimisations et pas de la disruption, quoique. On va peut-être aller, mais ça reste quand même optimisation parce que lire des centaines de pages, on sait le faire, ça prend du temps, mais si on sait le faire avec une IA qui nous dit, ben voilà les points clés, on dégage du temps pour autre chose. Et donc, on va aller plutôt vers une prestation qui sera à plus haute valeur ajoutée parce que l'humain gardera, entre guillemets, le contrôle. Oui, et puis va pouvoir sortir vraiment sa valeur ajoutée. Oui, quoi. Et puis il travaillera là au cœur de son expertise et pourra déléguer le reste. On arrive à la fin de cet épisode. Florian, tu m'as parlé de différents liens à m'envoyer, donc n'oublie pas de me les envoyer. Florian, tu vas sortir un livre au moment où ce podcast va être publié. Tu auras ton livre qui sera sorti sur les crypto-monnaies. Aux éditions, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver ? Alors, c'est les crypto-actifs, opportunités et droits. C'est chez Edipro, une maison d'édition locale de Liège. Et j'ai essayé de balayer en plus ou moins 400 pages ce que c'était les blockchains et les crypto-actifs. Okay. Accessible. Et j'ai... Au plus grand monde, c'est écrit pour le grand public. J'espère que c'est accessible au plus grand nombre. D'accord. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Bon, je précise, Florian, que tu es accessible sur LinkedIn aussi. On peut t'écrire. Faut rappeler que Florian conseille et est consulté par énormément de startups dans la tech, en Europe en général. Donc, n'hésitez pas à contacter Florian. LinkedIn, je crois que c'est bien. On peut pas faire la pub pour les avocats. Tu vas te faire taper sur les doigts. Et on n'a pas le droit. J'ai le droit de dire. Si vous pouvez. J'ai le droit de parler de toi. Toi, t'as le droit de dire. Vous pouvez, moi pas. Oui, toi, t'as pas le droit. Voilà. Et après, il y a notre pub à nous. On a un site web qui s'appelle encore aujourd'hui nftbusiness.tech sur lequel vous trouverez tous les anciens podcasts, plein d'informations, nos formations finance décentralisée, ChatGPT, aussi crypto et aussi NFT. Et vous pourrez vous inscrire gratuitement à notre newsletter qui est top, qui est de mieux en mieux d'ailleurs. Ouais, et merci ChatGPT parce que franchement, elles sont de mieux en mieux avec ChatGPT. Non, je rigole, mais c'est vrai quand même, je me fais aider et on peut brainstormer avec ChatGPT. Ouais, ça m'aide parfois à structurer ma pensée parce que vous commencez à me connaître, j'ai un cerveau bal magique qui part dans tous les sens. Et donc quand je dois m'asseoir pour écrire ma newsletter, c'est vraiment, mais alors il faut m'attacher au radiateur, quoi. Donc merci ChatGPT, merci Florian, c'était passionnant, c'était super. C'était vraiment passionnant. Et merci aux auditeurs toujours. Enfin voilà, on arrive. Je sais plus, je compte plus d'épisodes et chaque fois je me dis mais cette fois-ci ils vont plus nous écouter, c'est fini, ils en ont marre de nous. Et vous êtes toujours là et c'est super, on vous adore. Merci beaucoup et bonne écoute.